Merci de votre fidélité à Télé 50. Bienvenue à ces nouveaux numéros Gros Plan aujourd'hui sur la province d'Lualaba. Une province qui fait parler d'elle un peu plus que les autres provinces. Une province très riche en ressources minières. D'aucuns penseraient même que après l'est du pays, c'est plutôt la province de Lualaba qui est comme une province, une région économique pour la RDC. Et le mois prochain sera organisé, en tout cas, à travers l'ensemble du territoire national, l'élection des gouverneurs des provinces, des nouveaux dirigeants qui vont animer le province. Qu'en est-il, en tout cas, pour la province de Lualaba? Quels sont les défis qui attendent le nouveau dirigeant? Quel profil pour le futur gouverneur? On en parle sur ce plateau avec Gabin Kapenda. C'est un juriste, analyste politique indépendant. Il nous vient de Lualaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Crispin. C'est encore une fois heureux et content de pouvoir partager avec vous sur ce plateau. La RDC compte 26 provinces. Pourquoi le Lualaba fait parler d'elle un peu plus que les autres? Oui, le Lualaba fait parler d'elle plus que les autres à cause de sa situation longtemps décriée. L'administration politique au Lualaba s'est décidée carrément de rester en marge des dispositions des lois de notre pays, ce qui fait tache d'huile pour cette grande et belle province qui se veut être une province pilote, qui se veut être un exemple pour la République. Mais malheureusement, 3 années durant, le Lualaba est resté dans une situation d'illégalité totale. Voilà pourquoi, sur toutes les lèvres, au niveau tant provincial que national, voire même à l'international, le Lualaba fait parler d'elle. C'est une situation politiquement voulue ou c'est un combat des juristes? Parce que cette question est revenue plusieurs fois. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'illégalité et d'autres pensent que c'est une situation politiquement entretenue. Moi, je dirais d'emblée que c'est une situation politiquement entretenue parce qu'aucune de nos autorités nationales ne prend position objectivement, catégoriquement et de manière ferme pour dénoncer cette illégalité qui a caractérisé les 3 années passées dans notre province du Lualaba. Et pourtant, juridiquement parlant, c'est une situation qui ne fait pas polémique. Tout le monde sait que la gestion politico-administrative au Lualaba a été caractérisée par une illégalité et une illégitimité notoire. C'est peut-être déjà une jurisprudence parce qu'il n'y a pas que les Lualaba, il y a d'autres provinces. On a vu des vice-gouverneurs rester aux affaires plus longtemps que ce qui est prévu par les textes légaux. C'est une mauvaise jurisprudence, moi je dirais, parce qu'aujourd'hui, le Lualaba fait parler d'elle dans le mal. Et pourtant, en tant que province pilote, nous devrions normalement parler du Lualaba dans le bon sens, en tant que bon élève, en tant que bon exemple pour la République. Comme on l'a toujours été sur le plan économique, le Lualaba est et reste la province pilote de la République démocratique du Congo. Nous devons servir d'exemple, de modèle. Et qui dit modèle, c'est-à-dire tout ce qui doit être fait au Lualaba doit être fait dans le respect des normes, des respects des règles qui régissent notre pays. Alors, c'est peut-être déjà un passé, même si pour vous, il semble être un passé douloureux. Vous parlez d'une situation qui n'était pas du tout constitutionnelle, mais là, on s'approche, en tout cas, peu à peu, vers la tenue des élections au niveau des provinces. Ce n'est pas seulement là-bas, c'est sur l'ensemble du territoire national. Avant de parler du profil des futurs dirigeants ou des défis énormes qui attendent cette province, lorsqu'on dit que le Lualaba est riche, vous qui êtes là-bas, qui analysez un peu tout, qu'est-ce que cela veut dire? Le Lualaba est riche. Non seulement riche en richesses minières et minéralières, mais aussi riche en compétences, riche en potentialités, riche en ressources humaines aussi. C'est pourquoi nous nous battons pour que le Lualaba puisse sortir des têtes pensantes, capables de relever les nouveaux défis auxquels la province devrait être confrontée. Le Lualaba n'est pas le monopole d'une certaine caste, d'une certaine catégorie de personnes ou d'un certain groupe d'individus qui pensent qu'ils ont le monopole de la bonne gestion, entre guillemets, à en croire certaines langues, surtout ici à Kinshasa. D'aucuns ne pensent qu'ici à Kinshasa, vous pensez que tout ce qui se fait au Lualaba se fait de la plus belle de manière. Moi qui vous Mais parle si les officiels les disent déjà, j'épargne un peu les politiques.
vous avez quelqu'un comme Jules Alinguete, chef de l'IGF, qui dit que la gestion au Lualaba est orthodoxe. Et tout est clean, c'est clair comme l'eau des roches. Là, c'est pour parler de l'IGF, qui est censé tout contrôler à travers le pays. Et pourquoi vous sentez dire le contraire? Oui, vous savez qu'on peut bien être un officiel. Même en tant qu'officiel, on a un penchant. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Même l'arbitre qui officie le match entre le Real de Madrid et le Barça, il doit être neutre. Mais au-dedans de lui, il a des sentiments, il a un penchant. Soit il est du côté Real, soit il est du côté du Barça. Et même les officiels, très souvent, qui viennent à répétition au Lualaba, c'est parce qu'ils pensent. Ils pensent et ils estiment que le Lualaba, nous pensons à raison que le Lualaba est leur vache laitière. Ils passent par là, ils vantent les mérites et au retour, ils s'en mettent plein les poches et ils arrivent ici, c'est le discours qui change. Mais ce qui fait mal, là où le bas blesse, c'est quoi? Lorsque l'on vante les potentialités, les opportunités qu'offre le Lualaba, la capacité à pouvoir subvenir même au budget national de la province du Lualaba, mais la contrariété se trouve sur le vécu quotidien des Lualabais. Moi, je suis du Lualaba. Je ne suis pas de Kinshasa. La plupart de ces éloges qu'on entend, on les entend ici à Kinshasa. Mais ce sont des visiteurs qui ont connu cette province, peut-être même avant les découpages, ouais, qui l'ont vécu aussi après les découpages et qui sont passés par là avant que l'actuel gouverneur, n'est-ce pas, ne prenne les choses en main et qui vont aujourd'hui, il y a une nette ligne de démarcation. Est-ce que vous faites exprès pour ne pas voir? Parce que sur ce plateau, on a eu le chargé des communications du gouvernement provincial, on a eu des représentants de la province qui nous parlent de plus de 200 chantiers ouverts à travers la province, des chantiers qui sont pour la plupart déjà finissants. Et tout ça, ça ne compte pas à vos yeux, en dehors du fait que la personne qui est là ne devait pas l'être parce que vous évoquez la Constitution. Non, je pense qu'il faudrait bien que nous puissions lever l'équivoque. Je ne suis pas ici pour faire table rase de tout ce qui se fait au Lualaba. C'est vrai qu'au Lualaba, honnêtement parlant, il y a quelque chose qui est fait de manière positive. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais est-ce que le Lualaba mérite ce qui est en train d'être fait au Lualaba là-bas? Parce que je suis en train de me dire, en tant que père responsable, vous ne pouvez pas, selon ce que vous gagnez, mais vous donnez à votre enfant quelque chose. Les gens pensent que ce que vous avez fait, vous le faites en bon père de famille. Mais ce n'est pas au prorata de ce que vous gagnez. Les routes, je vais vous donner des exemples typiques. Les routes qu'on nous a présentées ici, les routes urbaines, je dis bien. Je parle de la ville de Kolwezi, parce que le Lualaba, ce n'est pas Kolwezi. Je vais y aller avec des faits palpables, des faits concrets, où je vais démontrer que c'est du tombeau blanchi. On est en train d'aller avec des ouvrages populistes. On filme le début des travaux, on filme les débuts de l'asphaltage d'une route. À 500 mètres, on arrête et les engins disparaissent. J'ai parlé ici autrefois que l'on vienne me donner une seule avenue, je dis bien, une seule avenue à Kolwezi, qui a été refaite, complètement terminée et livrée à la province. Mais on a vu quand même beaucoup d'images ici. Je dis, les images que vous voyez, oui. Une avenue peut avoir 2 kilomètres. On filme les débuts de travaux sur 150 mètres. On asphalte 500 mètres. Et on filme, on envoie à Kinshasa. C'est du tombeau blanchi. Mais en réalité, au-delà de 500 mètres, il n'y a plus rien. Je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez au niveau de la poste, l'avenue Laurent-Désiré Kabila, on a filmé comment cette avenue était en train d'être asphaltée. On a asphalté cette avenue jusqu'à 150 mètres dépassé la 3e avenue, l'avenue qui mène vers la prison. Tout le reste jusqu'au cimetière pour contourner vers Lusanga. Abandonné jusqu'à ce jour. Passez par là, vous allez voir. Est-ce que vous avez accès au cahier des charges lorsque les marchés sont passés, les timings, tout ce qu'il faudra pour finir un chantier? Peut-être que c'est ce qui a été prévu pour ces tronçons-là. J'ai comme l'impression que quand on veut faire une route, en français on dit construire sans terminer, c'est détruire. Parce que l'argent là que vous avez sorti, pour commencer cette route, on commence une route, on la termine, nous connaissons comment on fait les routes. On commence toute la route
et toute la procédure est respectée. Quand on arrive à l'asphaltage, c'est pour asphalter toute la route. On ne peut pas commencer avec 500 mètres. On termine 500 mètres jusqu'à l'asphaltage et la suite, là, on ne fait plus rien. Mais pourtant, l'argent qui a été débloqué, c'est l'argent qui a été débloqué pour toute la route. Je vais vous donner un autre exemple. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son discours, d'un de ses discours de son premier mandat, il avait dit dans un discours sur l'état de la nation, comment la route nationale allant de Kolwezi jusqu'à Dilolo, on pouvait la faire en 4 heures, dans un discours officiel. Là, vous me parlez d'officiel. Dans un discours officiel, on pouvait faire cette route dans 4 heures. Aujourd'hui, regardez le calvaire que les gens sont en train de rencontrer sur la route Kolwezi-Dilolo. Vous n'êtes même pas à mesure de faire cette route en un mois. Je le dis sans peur d'être contredit. On avait donné des fausses informations, comme on en a toujours l'habitude en ce qui concerne le Lualaba. Du tombeau blanchi, on fait quelque chose à la va-vite, on filme vite et on envoie à Kinshasa comme pour dire qu'on est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais nous, en tant que Lualabé, on ne profite pas de tout ça là. Ce qui devrait être fait avec les nombreuses ressources que la province arrive à réaliser. Ce qui est fait au Lualaba ne doit pas être ce qui devrait être normalement fait. Le Lualaba mérite mieux par rapport aux entrées que nous avons. On nous a chanté l'embellie. On nous a chanté ça plusieurs fois. Le Lualaba mérite mieux. Mieux. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire... Il fallait faire quoi? Ok. Qu'est-ce qui est fait qu'il ne fallait pas faire? Le programme quinquennal du gouvernement, Richard Mouyej, Fifi Masuka. Ce programme a déjà tout planifié. Et tout ce qui est en train d'être fait au Lualaba rentre dans le cadre de la continuité des services publics de l'État. C'est quelque chose qui avait déjà été planifié. Je vous ai entendu ici parler de plusieurs chantiers qui ont été ouverts. Oui. Des chantiers ouverts. La plupart de ces chantiers relèvent, si vous prenez bien le programme quinquennal du deuxième mandat du gouvernement Mouyej Masuka, vous allez vous rendre compte que tous ces chantiers-là se retrouvaient déjà planifiés, pour la plupart budgétisés et même financés en partie. Mais pour la continuité, quand on réalise cette continuité, on doit tenir compte du fait que le timing aussi joue dans ça. Mais ces provinces, ces chantiers, ce sont des chantiers éternels qui ne se terminent pas. Maître Gabin, peut-être avant de parler de profil pour les futurs dirigeants, en tout cas, nous voyons sous l'autre cieux des chantiers faire 15 ans, 20 ans. On n'est pas, en tout cas, on n'a pas dit qu'un chantier doit obligatoirement finir avec celui qui l'a lancé. Non, non, non. Vous savez, pourquoi ça vous fait mal qu'il y ait des chantiers de quel chantier voulez-vous parler? Une route de 2 km, vous allez faire 2 ans pour la terminer. Un hôpital, vous allez faire 2 ans pour le terminer ou 5 ans pour le terminer, alors que le financement est déjà décaissé? Non, monsieur le journaliste. Avez-vous les vraies informations sur le financement, sur le cahier des charges, sur les étapes à suivre, sur les timings? Je vais vous donner un exemple typique. Quand on lance un chantier, l'objectif, c'est que ce chantier réponde aux différents problèmes auxquels la population est confrontée. Et est prise en compte, et doit être prise en compte, le facteur temps. La disponibilité du chantier pour subvenir aux besoins des gens. Il y a des routes des dessertes agricoles. Vous ne pouvez pas essayer tenter de faire une route de dessert agricole et cette route fait 2 ans pour être terminée. Quand est-ce que cette route sera rendue à la population pour qu'elle soit profitable? Et pourtant, la population a mis la main à la poche parce que c'est l'argent du contribuable qui est sorti. Tout ce qui doit être fait dans le cadre du social de Lualabé doit tenir compte d'un certain timing. Doit tenir compte d'un certain timing. Les routes urbaines à Kolwezi. Nous avons au Lualaba des routes jusqu'à présent, au-delà de 2 ans qui ne sont jamais terminées. On asphalte 500 mètres. Pendant qu'on arrive à plus de 700 mètres, à 200 mètres déjà les bourbiers commencent. Toutes les avenues sont comme ça. Aucune seule avenue, une seule bonne avenue qui a été faite et livrée à la province où il n'y a plus de bourbiers. Il n'y en a pas, que personne ne peut me dire le contraire. Lors d'une rencontre ici à Kinshasa, on a entendu le président Tshisekedi lui-même, de sa bouche, inviter les autres gouverneurs de toutes les provinces de la RDC à suivre l'exemple de Mme Masuka, qui est actuellement gouverneur au Lualaba,
Voulez-vous dire que même le président s'est trompé sur ses jugements des valeurs? Je ne vais pas faire ici un procès d'intention à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais je vais vous donner juste un fait. Le chef de l'État avait prononcé dans un de ses discours, je l'ai dit, que la route Kolwezi-Dilolo est désormais faite en ayant 4 heures. Mais je vous reviens pour vous dire que c'est un calvaire que les camionneurs sont en train de voir sur cet axe. Vous pouvez appeler même tout le monde. Comme lanceur d'alerte, comme leader d'opinion, et tu veux aller vers ceux qui sont aux affaires au Lualaba pour leur dire attention, cette route, au lieu de faire 4 heures, aujourd'hui on fait combien? Des jours, des semaines? Des mois. Oui. Je dis bien, surtout pendant la saison pluvieuse. Les images sont là. Rectifier les tirs. Je pense que les images sont là. Lors de la prochaine émission, je vous enverrai les images du Lualaba profond. Les images que l'on ne peut pas vous montrer ici quand on vient avec le sentiment de vanter les mérites de quelqu'un. Je n'ai pas un problème avec les dirigeants du Lualaba. Moi, ce que je veux, c'est que les Lualabais puissent se retrouver parce qu'ils sont sur une terre qui produit. Mais le petit peuple Lualabé ne s'identifie pas par rapport aux ressources qu'elle est en train de produire. Voilà mon combat. Ici, les gens pensent peut-être que nous sommes en train de nous battre contre une quelconque autorité. Non, mon combat est celui-là. Le Lualaba doit avoir des institutions fortes. Le Lualaba doit vivre, les Lualabés doivent vivre dans des bonnes conditions. Les Lualabés ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de bonnes routes, ils ont besoin des routes des desserts agricoles. Vous savez que les Lualaba, au-delà des mines, il y a des gens au Lualaba qui font les champs. Mais ils ne savent pas acheminer leurs produits des champs vers les centres de consommation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune route de dessert agricole qui n'a été faite. Dites, si vous avez le temps de recevoir tous ceux-là qui sont, moi je les appelle les chantres ou les atalaks ou des autorités, qu'ils viennent vous dire une seule route de dessert agricole, là où les camions passent pour ravitailler la ville, la ville de Kolwezi. Vous les appelez des chantres, mais ils amènent de faits, des images, et c'est visible, c'est apprécié par beaucoup de gens, y compris tous ces ministres qui défilent. Est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, que l'appréciation dépend de l'appréhension que l'on se fait. Quand moi, je suis fanatique du Real de Madrid, même si le jeu n'y est pas, je suis Real dans le Alors, vous êtes fanatique, vous, de qui? C'est le fanatisme. Moi, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis objectif. Je suis réaliste. Je suis du Lualaba. Je vis au quotidien au Lualaba. Je circule sur la route de Lualaba. Alors, quels sont les défis majeurs, en tout cas? Parce qu'il y a eu déjà les dépôts des candidatures. Vous venez de là, c'est combien de candidatures déjà enregistrées par la CENI? Si ma mémoire ne me trahisse, c'est 9 candidatures. 9 candidatures, donc gouverneur, vice-gouverneur compris. Quels sont les défis qui attendent les nouveaux dirigeants, c'est-à-dire les gouverneurs et les vice-gouverneurs? Les défis sont multiples. Je vous disais que sur le plan du social, les Lualabais ne s'identifient pas à ce que l'on vous présente comme image du Lualaba. Il devait s'identifier comment? Comment? C'est-à-dire... Il n'y a pas longtemps, le président Tshisekedi y était, il a fait un constat amer, tel qu'il y a beaucoup de pauvres au Lualaba, et qu'il faudra créer des millionnaires au Lualaba. Est-ce qu'il y en a eu au Lualaba? Sur cette question, je vais tout de suite vous dire qu'il n'y en a pas un seul. Il n'y a aucun millionnaire la preuve, Lualaba. L'excellence, monsieur le président de la République, a été amené sur le centre de négoce. Il a inauguré un centre de négoce. Mais aujourd'hui, c'est de la brousse. Ce centre de négoce ne fonctionne pas. C'est avec ce centre que l'on... Vous l'avez saboté ou pas? Non, c'est parce que ceux-là qui l'ont inauguré n'ont pas compris l'esprit de celui-là, l'esprit imaginatif de celui-là qui avait conçu le centre de négoce. Le centre de négoce, c'est celui-là qui doit faciliter l'émergence de cette classe moyenne, qui doit faciliter la création des millionnaires Lualabais. Mais ce centre de négoce est abandonné. Et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il a été abandonné? Parce que ceux-là qui sont aux affaires ne comprennent pas l'utilité de ce centre de négoce. Le centre de négoce, c'est là où doit tout se négocier. Tous les minerais doivent se négocier. Donc, les artisanaux, ce sont les premiers qui doivent être les millionnaires. Aux yeux, selon l'esprit, la logique même de l'initiateur de ce centre de négoce. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a déjà inauguré. Mais les retombées sont où?
Il n'est même pas opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la vision même de son initiateur. Lorsqu'on s'accapare, on s'approprie quelque chose qui ne vous appartient pas, vous ne vous appropriez pas l'imagination de cette personne. Peut-être vous pouvez prendre la chose, mais l'imagination, ça n'y est pas. Voilà pourquoi ce centre des négoces aujourd'hui n'arrive pas à fonctionner. Et tout est là, mais ça prend de la brousse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Et c'est un manque à gagner pour les Lualabé. Parce qu'ils ont mis à la poche. Aucune autorité ne fait tout ce qui se fait au Lualaba avec l'argent de sa poche. C'est avec l'argent du contribuable Lualabé, envers qui ils sont redevables. Et si cela n'est pas bien fait, nous devons le dire. Ici, devant votre plateau, je dis haut et fort que le centre de négoce n'est pas opérationnel et pourtant déjà inauguré par le chef de l'État. Qu'est-ce qui bloque? C'est un problème de vision. Lorsque l'on ne comprend pas la vision, même si l'on vient, après, on ne comprend pas la vision de l'initiateur, on ne sait pas évoluer. Aujourd'hui, c'est ça le grand problème. Les Lualabé doivent se retrouver. Quand j'ai dit les Lualabé ne s'identifient pas, le vécu quotidien au Lualaba, en plein centre-ville de Kolwezi, vous savez qu'il y a le phénomène bidon jaune. Il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets des Lualabé. À Kolwezi, la province pilote, on chante ici, comment, à Kinshasa, comment, Kolwezi. J'avais même entendu quelqu'un dire que Kolwezi va être l'Europe. L'Europe avec des phénomènes bidon jaune. Il n'y a pas d'eau qui coule. L'Europe sans courant. Le phénomène de l'estage au Lualaba. N'en parlons même pas. Là, nous sommes en train de parler de Kolwezi seulement. Il y a une avenue, monsieur Crispin. Il y a une avenue qui fait parler d'elle. C'est l'avenue allant de l'Istem jusqu'à la route bypass. J'ai entendu sur une chaîne ici un autre chantre de l'autorité provinciale qui est passé pour dire que non, cette avenue est entretenue. Nous savons que cette avenue était sous contrat perpétuel d'entretien avec le gouvernement provincial. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un problème, on intervenait automatiquement. Mais depuis un certain temps, on a coupé cet entretien. Et cette avenue, c'est celle-là qui mène au cimetière Cité des Anges. Les Lualabé, à défaut de mieux vivre de leurs ressources, ils ont le droit d'être mieux enterrés. Cette route est dans un état de délabrement très avancé. Aucun Lualabé ne peut me dire le contraire. Parce que tout le monde, même les autorités, passent par là. Les défis sont énormes. Sont les gens, en tout cas, selon ce que vous venez d'énumérer ici. Ils sont énormes, alors, les défis. Quels doivent être les profils des futurs dirigeants? Gouverneurs, vice-gouverneurs. Vous connaissez tous les 9 tickets, mais déjà, à travers beaucoup de provinces, les députés provinciaux sont en mode robot activé avec des mots d'ordre qui viennent de Kinshasa. Ils choisissent peut-être le mot d'ordre de l'autorité morale de tel autre regroupement politique ou les fameux classiques ou les fameux présidiums. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça là-bas avec des mots d'ordre de Kinshasa où les députés provinciaux du là-bas ont les mains libres pour voter le futur dirigeant? Je ne dirais pas que les députés ont les mains libres parce que nous avons tous vu ici qu'il y a déjà certains tickets qui sont entre guillemets avalisés, actés ou par les autorités nationales ici à Kinshasa. Mais là où nous sommes en train d'interpeller les gens, c'est que les autorités doivent savoir qu'avant d'appartenir à un parti politique, un regroupement politique ou une plateforme politique, on est d'abord élu du peuple. On est d'abord redevable de ce peuple. On a l'obligation. Les seuls envers qui les députés sont redevables, c'est la population, ce sont les Lualabé. Ce ne sont pas vos partis politiques, vos regroupements politiques pour que vous puissiez recevoir de mots d'ordre venant de qui que ce soit. C'est que les Lualabé veulent. Les Lualabé ont besoin d'un profil fédérateur. Parce que du point de vue du social des Lualabé, j'ai dit que les défis sont énormes. Du point de vue du social, les communautés au Lualaba vivent à couteau tiré. Je ne cesserai de le dire. Les communautés s'entrechoquent, s'entredéchirent, se tirent à boulet rouge. Ils se rentrent dedans. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là n'ont pas un bon programme ou parce que ceux qui sont là appartiennent à d'autres communautés. Ce qui n'est pas juste lorsque on doit créer la cohésion. Oui, justement, au nom de la cohésion provinciale, le Lualaba n'est pas l'apanage ou la propriété d'une catégorie d'individus. Le Lualaba est un bien communautaire. Et tous les Lualabés doivent s'identifier à la gestion de cette communauté. Au Lualaba, il y a 5 grandes communautés. Il y a la communauté Ndembo, il y a la communauté Chokwe, il y a la communauté Sanga, il y a la communauté Ronde. Ces grandes communautés là-bas, la plupart de ces communautés là-bas se sont déjà retrouvées dans la gestion de la province.
Mais il y a des communautés telles que la communauté Sanga, la communauté Tchoko. D'ailleurs, la communauté Sanga est la communauté majoritaire dans le territoire de Muchacha, là où sont concentrées la plupart des ressources de la province du Lualaba, sont dans le territoire de Muchacha. Est-ce qu'on a interdit, s'il vous plaît, maître, avançons avec des idées, est-ce qu'on a interdit à ces communautés de postuler comme candidat député, de postuler comme candidat gouverneur, de convaincre les élus provinciaux et de se faire élire? Ou pour vous, ça devait être automatique? Donc, non, on n'a pas interdit à ces communautés. Telle communauté a géré, dégagé, telle autre vient. Non. Le problème se situe où? La politique. En soi, la politique n'est pas un problème de force politique en présence. En politique, on tient aussi compte de la géopolitique. Parce que la prospérité n'a de sens que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est figée dans un camp. Le dictat de Kinshasa, alors? Je n'encourage pas le dictat de Kinshasa parce que le dictat de Kinshasa ne tient pas compte de la géopolitique locale. La géopolitique veut que tout le monde puisse s'identifier à ses ressources. Tout le monde puisse trouver gain de cause dans les ressources que regorge sa terre. Je vous donne un exemple ici du territoire de Muchacha, là où la plupart des ressources minières et minéralières du Lualaba sont logées. Ce territoire est la propriété des Sanga. C'est-à-dire, Muchacha, étant dans Kolwezi, étant dans le Lualaba, les Sanga devraient aussi se retrouver dans la gestion de la province. Depuis les temps les plus anciens, les Sanga ne se sont jamais retrouvés. Alors, que faut-il Il n'y a que deux communautés. Que faut-il faire pour que les Sanga se retrouvent? Je dis bien. Oui. Que faut-il faire de manière pratique pour que les Sanga se retrouvent? Moi, je suis tout à fait pour que la gestion de la province se fasse de manière rotative, au nom de la cohésion provinciale. Puisque les Round, les Ndembu ont déjà géré cette province pendant presque 16 ans, pourquoi ne pas aussi, au nom de la cohésion provinciale, tenter aussi, parce que les députés Sanga, il y en a. Les personnalités politiques Tchokwe, il y en a. Voilà pourquoi je vous dis, en politique, on ne tient pas compte, dans la gestion de la chose publique, on ne tient pas compte seulement de la force politique en présence. Qui a interdit à ces deux communautés ou à ces ressortissants, n'est-ce pas, de déposer leur candidature comme gouverneur de province et aller convaincre les élus provinciaux? Ce sont eux qui sont électeurs. Oui, les grands électeurs... Est-ce qu'on a interdit à ces ressortissants de ces communautés que vous citez ici d'aller convaincre les députés provinciaux de se faire élire gouverneur? C'est là où nous... Ou vous dites que ça doit être un arrangement entre communautés pour dire maintenant c'est vous. C'est là où nous disons, depuis les élections dans ce pays ici ne sont jamais idéologiques et ne seront jamais idéologiques. Les élections au Congo sont et restent sociologiques. On vote quelqu'un parce qu'il est de votre tribu, on vote quelqu'un parce il vous a donné un polo, il vous a donné de l'argent, il a déjà fait quelque chose pour vous, rien que pour ça. Jamais pour une idéologie ou une philosophie politique donnée. C'est-à-dire que nous sommes loin de rentrer à tenter à convaincre les députés en leur présentant un programme, parce que ça ne passera pas. Les députés, là-bas, vous-même, vous connaissez. Les députés s'attendent à ce que quelqu'un leur donne de l'argent, quelqu'un leur donne des jeeps, quelqu'un leur procure des avantages. Ce qui est condamnable, ce qui est condamnable aux yeux de la loi. A publié une circulaire. Aux yeux de la loi, c'est condamnable. Oui, les députés qui seront pris la main dans les sacs vont avoir... Aux yeux de la loi, c'est condamnable, bien entendu. Voilà pourquoi nous disons un profil fédérateur pour le Lualaba est salvateur. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut apporter la paix et la convivialité entre les communautés. Alors, on n'a pas besoin d'un leadership conflictuel. Quelqu'un dont vous parlez, comment doit-il être? Quel est le profil? Ça, c'est pour terminer en tout cas. Les profils pour le futur gouverneur, les profils pour le futur vice-gouverneur. Parce que vous dites que les Lualaba devaient être plus que ce qu'il est aujourd'hui, avec autant de ressources naturelles. C'est pour terminer, maître, dans une minute, pratiquement. Quels doivent être les profils pour le futur ou la future gouverneur? Le futur gouverneur et vice-gouverneur doit être un profil fédérateur. D'abord, quelqu'un qui doit savoir mettre toutes les communautés en place. Parce qu'au Lualaba, les communautés ne s'entendent pas. Ça, je le dis, je tire la sonnette d'alarme. Personne ne me contredira sur ce fait. Regardez vous-même. Il y a 2 jours, il y a des manifestations pour la candidature de tel, contre la candidature de quel. Ça montre jusqu'à quel point les dissensions sont énormes dans cette province. Nous avons besoin de quelqu'un qui a une vision claire,
une vision nette et quelqu'un qui saura quand même mettre les intérêts des Lualabé au devant de la scène, pas les intérêts de Kinshasa. La plupart des dirigeants que nous avons au Lualaba travaillent au nom et pour le compte des intérêts des gens de Kinshasa et non les intérêts des Lualabé. Parce que si c'était des intérêts des Lualabé, le Lualaba ne devrait pas être ce qu'il est aujourd'hui. On ne devrait pas connaître le problème des infrastructures routières. On ne devrait pas connaître le problème des routes, des dessertes agricoles. On ne devrait pas connaître le problème d'eau, le problème d'électricité, le phénomène de banditisme urbain. Tout ça là, c'est à cause d'un manque de vision, à cause d'un leadership assez planificateur, un leadership prévoyant, un leadership capable de répondre spontanément aux besoins de la population. Merci, Maître Gabin Kapenda. Vous êtes analyste politique indépendant, vous êtes au Lualaba. Oui. Eh bien, que le meilleur gagne. Hein. Il y a 9 couples, n'est-ce pas, en course pour le gouvernorat. Que le meilleur gagne et que la paix règne au Lualaba. C'est ça, non? Que ça soit quelqu'un du sud, de l'est, du centre, bon, selon les 5 communautés énumérées ici, je sais qu'il y en aura toujours qui risqueraient de ne pas être contents du fait que c'est celui-là qui est là et non pas nous. Donc, il faudra éviter qu'on allume le feu parce que tel ou tel autre n'est pas aux affaires. Une précision juste. Rapidement, 30 secondes. Oui, dans 30 secondes, une précision. De toutes ces candidatures-là présentes, ouais, elles doivent répondre non pas au dictat de Kinshasa, non pas aux desiderata des Lualabé, mais elles doivent d'abord, ça c'est une obligation légale, répondre aux normes, aux conditions de la loi. C'est-à-dire les candidatures présentées doivent être respectueuses de la loi. S'il y a une candidature qui est en marge de la loi, il faudra bel et bien l'écarter parce que déjà là, c'est déjà une source de tension. C'est le travail de la CENI, en tout cas, la CENI a ses La CENI et les instances judiciaires. Nous ne faisons que tirer la sonnette d'alarme. On verra avec la liste définitive des candidatures, n'est-ce pas, déposées pour le gouvernorat là-bas. On en saura un peu plus. Peut-être que vous reviendrez pour commenter les décisions de la CENI après la publication. Merci, Maître Gabin, d'être parti sur Télé 50. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir pour tous ces détails concernant la province du Lualaba et des nombreux défis qui attendent le futur dirigeant. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis de Colosie, où il y a une ville qui respire, malgré quelques pépins. Nous y reviendrons avec force détail dans un autre numéro. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.